Bienvenue à nos panélistes et aux participants à ce premier atelier de 24 heures mentales. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous déplacer, de venir ici pour notre premier panel, encore une fois. Donc, je vais commencer par présenter chacun de nos panélistes brièvement et ensuite eux-mêmes vont se présenter. Et on va amorcer une conversation sur la santé mentale, le sport et la performance. Donc, sans plus tarder, on a à votre gauche M. Bruno Ouellet, qui est un psychologue du sport et organisationnel, qui a travaillé avec plusieurs différentes compagnies, des Olympiens et voilà. Ensuite, on a Geneviève Bertrand au centre, qui est la COO de WeCoin Canada, une firme de consultants et voilà, qui est aussi chef de file avec équité, la diversité, l'inclusion pour les femmes et toutes autres personnes ici de la diversité. Et on a ici Frédéric Dicasse, qui est parachutiste, qui a un background en courtage immobilier et en leadership, qui est aussi le COO du groupe Performance. Donc, je vous invite à les célébrer. Donc, Bruno, je te laisse t'introduire et ensuite on va amorcer notre conversation sur... Je pensais que tu avais déjà fait, l'introduction. Là. Okay. Oui. Mais, écoutez, je pense que je l'ai bien dit. Là, à la base, là, je suis psychologue. J'ai un intérêt, bien sûr, pour les humains. Hein? Puis particulièrement, ma mission est assez simple. C'est d'aider des gens, que ce soit des sportifs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des gens en entreprise. Puis à quoi? À se réaliser, à atteindre leur objectif, à avoir une bonne vie, là, tout simplement. Donc, je suis psychologue, là, je suis aussi père de famille, là, donc j'ai 2 enfants, 15 ans, 18 ans. Puis ça, c'est très motivant aussi. Là. Et puis, ça me permet là, d'apprendre tous les jours. Là. Donc, d'ailleurs, c'est un peu ça ma devise, apprendre, s'améliorer. J'ai l'impression que la conversation ce soir, c'est ce que ça va nous permettre. Là. Apprendre, s'améliorer sur des sujets importants. Merci, Bruno. Geneviève. Oui, il n'a pas changé de nom, Geneviève. Je suis mère de famille, moi aussi. Un garçon de 25 ans et une fille de 27 ans. Je suis une curieuse. Là, je fais mon travail en consultation en informatique, mais mon cheminement de vie, ça a été de contribuer de toutes sortes de façons dans des entreprises, chez des clients, dans le communautaire, dans le temps du Ice Bucket Challenge, par exemple. J'étais au conseil d'administration canadien. Merci de l'invitation, de la chance de partager un petit bout d'expérience parce que être heureux au quotidien, ça commence au centre de nous. Puis quand on est capable de trouver les outils puis de le partager à petits cercles concentrés, bien, on rend plein de gens heureux. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Merci, Geneviève. Frédéric. Premièrement, moi, je suis honoré d'être avec 2 aussi grands panélistes. Honnêtement, je suis impressionné. Ça m'intimide un petit peu, mais je suis content d'être là. J'ai définitivement moins d'expérience vu mon jeune âge. J'ai 28 ans, mais j'ai toujours baigné dans le domaine de l'entrepreneuriat puis dans le domaine du sport également. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir surtout partager mon expérience. Peut-être qu'au niveau théorique, je vais être complètement dépassé par mes deux collègues à ma droite. Mais au niveau de l'expérience, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés dans mon parcours entrepreneurial au niveau plusieurs, comme on a parlé ce soir, au niveau de la croissance personnelle, au niveau de la connexion humaine, au niveau des ressources qu'il va y avoir dans les moments difficiles. Donc, ça fait plaisir de pouvoir partager ça puis peut-être aider des personnes qui ont vécu un peu en parcours. Merci. Donc, un truc que j'aimerais réitérer, qui est important pour Récap Mental et pour vous, c'est que cette conversation, le but, c'est de s'aventurer dans nos pensées, peu importe vers où ça nous mène. Donc, si vous voulez partager une anecdote, si vous voulez poser des questions, c'est un espace très ouvert où est-ce qu'on peut aborder qu'est-ce qu'on veut. On ne peut jamais être hors limite. Quoique c'est enregistré, on peut dire tout ce qu'on veut, mais là, depuis, on peut. On peut me dire après. C'est ça. Donc, j'aimerais commencer la discussion avec la première question, qui est comment distinguer une motivation saine d'une obsession de performance? Donc, on a 4 questions de ligne directrice
qui suit une ligne directrice, mais on peut aussi rebondir sur nos idées et construire nos questions. Donc, comment distinguer une motivation saine d'une obsession de performance? Ben, c'est une excellente question. Hein? Puis, il y a eu beaucoup effectivement, des travaux qui ont été faits sur ce sujet-là, mais qui ont distingué, en fond, deux grands types de passion. Autant quand tu as une passion pour la musique, que ce soit même pour le travail, puis ce que tu fais, ou encore pour autre chose comme tel. Il y a donc deux grands types. C'est un chercheur à Montréal qui s'appelle Robert Vallerand. Lui, il a distingué ce qu'il appelle une passion harmonieuse versus une passion obsessive. Donc, vous voyez déjà la différence. Dans une passion obsessive, bien, tu te définis beaucoup par ton activité. Si tu es un entrepreneur, à titre d'exemple, ou si encore tu es un coureur, ton activité devient tellement importante. Mais ce qui est important, c'est pas seulement de faire l'activité dans une passion obsessive. Tu te préoccupes beaucoup, du résultat, tu te préoccupes beaucoup de ce que les autres vont penser. Puis, ça devient une obsession. Tu as de la difficulté à décrocher. Ça, bien, souvent, ça va avoir un impact sur ta santé physique, ta santé mentale. Ça va avoir un impact aussi sur ta performance. Ce qui est intéressant parfois avec l'obsession, c'est que ça peut t'emmener à court terme sur ce que tu veux, mais à moyen et long terme, souvent, bien, ça va avoir des impacts physiologiques qui sont négatifs. Puis la passion harmonieuse, bien, la grande distinction, c'est que l'activité est importante, mais à la fin de la journée, tu es capable de décrocher. Il y a autre chose dans ta vie. Donc, il n'y a pas juste la course, il n'y a pas juste le parachutisme, il n'y a pas juste ta business, il n'y a pas juste ta job. Tu sais, il y a autre chose. Puis ces autres éléments-là bien, agissent un petit peu là, comme rempart, si on veut, te permettre d'avoir une identité multiple qui fait en sorte que tu te sens mieux avec toi-même parce que tu te valorises, donc ton estime de toi-même, avec autre chose que juste ton activité principale. Bon. Donc ça, c'est un peu... ça serait ma réponse. Et disons, quand on parle de une passion, une obsession de performance, comment est-ce que tu vois ça dans l'entreprise que tu gères, que les gens ils attachent leur identité à leur travail? Comment est-ce que tu t'assures qu'il y a une certaine ligne qui sépare le travail de l'identité? Bien, en informatique, c'est comme en ingénierie, c'est comme en médecine, il y a beaucoup de spécialités. Fait qu'on a des experts d'infrastructure, on a des experts d'intelligence artificielle. Fait qu'eux autres, ils sont drivés à améliorer leurs compétences, puis fait que là, ils vont aller dans une zone de performance pour le faire. Et comment nous autres, on fait pour essayer de créer des environnements où tout le monde peut collaborer et qu'on crée des lieux de partage de l'expertise. Donc, la personne n'est pas toute seule dans son expertise. La personne, on va lui demander, c'est quand même un job, de se perfectionner, d'apprendre, mais aussi de partager l'expertise. Fait que ça devient que tu te mets en mode où être dans l'attente de performance dans ton expertise, ça devient enrichissant, puis valorisant, puis positif parce que tu la partages, parce que tu te questionnes. Parce que tu dis, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'amener ça? Puis c'est dans la discussion avec l'intelligence artificielle des fois, mais aussi avec l'intelligence humaine puis les autres personnes, que tu améliores ta performance. Pas toute seule. Moi, je pense, puis là, j'ai pas lu toutes les études, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, l'obsession peut devenir quand tu es tout seul face à toi-même, face à ta feuille, puis à essayer de chercher. C'est très important. Je veux dire, là, on parle des grandes recherches scientifiques, Marie Curie, ils ont passé beaucoup de temps dans leur lab, mais pas tout seul dans leur lab. Ils ont aussi parlé avec d'autres, ils ont aussi expérimenté des affaires. Fait que, tu sais, c'est là que nous, ce qu'on essaye de faire dans l'entreprise, parce que je pense que c'était ta question, c'est de créer des lieux où nos experts, qui ont une attente de performance dans leurs expertises, ils ont des endroits pour collaborer, pour partager, pour réfléchir à comment ils amènent cette performance-là, mais de façon positive, pas nuisible. Je pense que ça doit aider aussi Geneviève, ces personnes-là, à déposer un petit peu leur mindset de travail au bureau avant de partir, puis après ça, être capable de décrocher puis de se concentrer dans d'autres sphères de leur vie. Parce que comme Bruno l'a apporté, dans l'obsession, on a un côté de valeur qui est extrêmement omniprésent. La personne, souvent, va se caractériser par son travail. Beaucoup d'entrepreneurs, on leur demande qu'est-ce qu'ils sont, puis qui ils sont, puis on leur demanderait de dire la même réponse sans parler de leur carrière. Bonne chance. Faut que tu me dises t'es qui, mais t'as pas le droit de me parler de ta job. Ouais. Si la personne n'est pas capable de te répondre, ça veut dire que la manière dont elle se perçoit, la manière dont elle se valorise, c'est 100% lié à son travail. Fait que, on peut se rapprocher à ce moment-là d'obsession.
dans un diagnostic automatique. Mais non. Mais c'est vraiment un pattern qu'on va voir. Moi, j'ai déjà été comme ça dans une période où je travaillais là, plus de 70 heures semaine. Il n'y avait que ça dans ma vie. Puis j'arrivais à la maison, ma blonde était tannée de m'entendre parler de job. Les amis étaient tannés de m'entendre parler de job. Ça prenait tellement de place que je me suis carrément effacé. Puis là, carrément, ben, ça affectait une espèce de crise identitaire, ce qui est tout à fait normal quand tu passes 2-3 ans à avoir juste une valeur qui est liée à ton travail. Fait que, tu sais, j'étais carrément dans un débalancement. Une chose qui m'avait vraiment aidé, qui est quelqu'un un jour qui m'avait dit, Fred, obsession, ton de la même comparaison, c'est un peu la différence entre la discipline et le dévouement. Si Fred, mettons, là, ta blonde, la rencontre, tombe en amour avec. Tu décides d'être fidèle avec. Tu places tes discipliné puis tu te forces parce que tu l'aimes, tu décides d'être fidèle. C'est parce que je vais être fidèle avec elle, parce que je l'aime, c'est un choix conscient. Je suis dévoué à rester en amour avec cette personne-là. Puis ce sentiment-là, il m'a dit un peu, tu me vois un peu comme ça, ta motivation, elle vient avec de l'amour, elle vient avec du cœur, elle vient avec de l'intention, qui est pas de la haine envers toi, qui n'est pas de la répression, qui n'est pas un marteau que tu te tapes sur la tête, ben c'est un peu la même chose. Je pense que dans ma période obsessive, où je suis obsédé sur mon travail, il y avait beaucoup de moments où je me parlais beaucoup plus sévèrement à moi-même que j'aurais pu parler à n'importe quel ami. Fait que, tu sais, pratiquement aucune bienveillance. C'est un petit peu le côté de bienveillance que nécessairement on veut trouver, je pense, dans la motivation versus dans l'obsession. En tout cas, c'est sûr, j'aime beaucoup l'exemple que tu amènes. Aussi, en même temps, puis ça amène cette idée-là que moi, je dis toujours, une vie humaine, c'est entre 0 et 100 ans. On va avoir toutes sortes d'expériences. Ouais. Puis les expériences, tu sais, ça nous permet d'apprendre, mais apprendre sur soi. Bon, puis un des mécanismes les plus importants qui va favoriser autant le bien-être que la performance, bien, c'est d'apprendre à se connaître. Puis un peu comme tu disais, mais c'est de savoir un peu qui tu es, connaître tes valeurs, connaître un petit peu la façon dont tu vois les choses, puis de faire cette réflexion-là régulièrement, bien, t'aide à cheminer, à progresser, puis à trouver des nouvelles solutions. Là. Avec l'idée, là je reviens à ce que je vous ai dit tantôt, là, apprendre, s'améliorer toute la vie durant. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, il me semble. Il faut que ça soit le fun. Ben Tu sais, il faut que tu t'engages, tu ailles là, tu aies le goût de te lever le matin, de faire l'activité, d'aller parler avec un collègue de quelque chose que tu as pensé que tu veux valider. Tu sais, c'est que dès que ça devient crispant, dès que ça devient difficile, dès qu'on sent que ça se met des contraintes, bien là, ça, c'est des indices que, oups, il y a peut-être quelque chose qui est en train de particulier. Puis maintenu, hein, parce que comme tu dis, j'ai des tu sais, au final, ils vont tout le temps avoir des affaires pas fun dans le job. Là. Ça arrive, là, dans la journée, ils vont en avoir des affaires pas le fun. Mais si à la journée longue, tout n'est pas le fun, puis tu te tapes sur le chou pour travailler, mais là, peut-être qu'il est dans l'obsession. Donc là, disons qu'on parle d'apprendre à se connaître, avoir cette bienveillance envers nous-mêmes et un peu comprendre d'où vient cette obsession-là. Ce serait quoi, disons, pour vous, la première étape pour comprendre d'où vient cette obsession? Parce qu'il y en a beaucoup, ça part de l'enfance, mais aussi une question de se prouver, comme on parlait tantôt. Donc, d'où vient cette obsession-là et ce serait quoi les premières étapes pour identifier cette obsession ou la reconnaître? C'est une excellente question. Mais je ne sais pas si vous voulez que je peux le prendre. Vas-y. Ah oui. On a un bon rythme. Non, mais souvent, les personnes qui viennent me voir, souvent, se questionnent effectivement sur, ils veulent des réponses à pourquoi ils se sentent aussi tendus, ils se sentent aussi stressés, pourquoi ils se sentent souvent, ils ont l'impression de tout ressentir le poids du monde sur leurs épaules. Là. Puis, c'est toujours intéressant, dans la conversation, justement, là, de comprendre d'où ça vient, mais comme j'en avais un client cette semaine qui disait, bien, il voulait tout le temps se prouver. Puis c'était un jeune homme là, de 18 ans, puis il voulait donc se prouver, mais il sentait toute la pression du monde sur ses épaules. Puis parce qu'il sentait cette pression-là, bien, son niveau de motivation diminuait. Hein? Son niveau de motivation, son énergie aussi était en train de diminuer. Puis c'était... donc ça a amené quand même une bonne conversation. Puis souvent, moi, cette conversation-là, la façon de le schématiser, là, moi j'appelle ça mon Y horizontal. Imaginez, c'est une grosse innovation. Là. Au lieu d'un Y avec 2 branches par en haut, je vais me coucher de même. Puis mon Y horizontal, je dis il y a une voie vers le haut, il y a une voie vers le bas. Puis la voie vers le bas, ça c'est un état d'esprit. Puis vers le bas, mais c'est une préoccupation pour les résultats. C'est une préoccupation pour être le meilleur. C'est une préoccupation pour gagner. Une préoccupation de ce que les autres pensent. Puis souvent, mais ça va amener un malaise. Parce que ce n'est pas des facteurs sur lesquels tu as un contrôle total.
Donc ça, on appelle ça la voie vers le bas, c'est la voie de l'ego. Hein. Puis la voie vers le haut, ça, c'est la voie de la maîtrise. Donc là, tu te préoccupes plus de l'activité elle-même, ce que tu fais, peu importe l'expérience, que ce soit à l'école, que ce soit la course, que ce soit une autre activité. Puis le but, ben, c'est apprendre, s'améliorer. Donc là, tu remplaces le mot résultat par processus. Puis, tu utilises ce que Geneviève disait, la curiosité. Donc, il t'arrive quelque chose, puis tu dis, bon, ben, on recommence. Il t'arrive quelque chose, puis tu dis, ben, il y a peut-être une autre façon de faire. De façon à t'adapter, parce que s'adapter, là, vous savez, Darwin, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler, là, mais ça, c'était un des grands concepts de la théorie de l'évolution, c'est que nous, les humains, on est nés dans la marmite de l'adaptation. Donc, puis on s'adapte comment? Avec des expériences, mais surtout du monde autour de nous, comme tu disais très, très bien aussi, de façon à évoluer puis de trouver des solutions. Là. Donc, ça, ce serait mon Y horizontal, vous comprenez bien? Wow. Oui. Ça a du sens? Oui. Il y a beaucoup là-dedans, c'est mon plan, Bruno, qui est vraiment sur l'état d'esprit. Donc, le contrôle de l'état d'esprit, de filiance, tout ça, mais au final, il arrive une situation, c'est à la personne de prendre son état d'esprit, puis de un peu prendre le contrôle de ça, puis de la gérer, tout ça, là. Puis ton état d'esprit, ça, c'est dans le fond, l'état d'esprit, là, ça se situe dans votre inconscient. Donc, l'inconscient, une partie du cerveau là, qui fait tout automatiquement, puis c'est une partie qui est programmée dans sa vie, donc d'où l'importance du résultat, la pression. Et on a des croyances. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est comprendre mes croyances pour les emmener vers le haut. Puis vers le haut, bien, c'est pas un haut même, moi j'appelle ça un faux plat. Donc, comprendre que cet état d'esprit-là va te faire souffrir. Puis ensuite, bien, c'est un peu comme une paire de lunettes. Tu choisisses, là, comment tu vas voir les choses. On appelle ça une croyance. Puis ça, bien, ça peut changer la façon dont tu vas te sentir. Donc, ça peut favoriser plus le bien-être que la performance. Donc, tu te définis plus par l'expérience que par le résultat. Autre chose? C'est Très intéressant. poser une question, vouloir s'améliorer dans quelques processus ou quelques situations c'est une bonne chose. Il faut être, faut être curieux, il faut améliorer. Qu'est-ce qui devient moins intéressant, c'est qu'il faut aussi valoriser l'effort puis la collaboration, le travail d'amélioration. Là, des fois, on va essayer quelque chose, puis là, on va se rendre compte, finalement, c'est pas plus efficace. Fait que là, il ne faut pas se décourager, il faut juste recommencer, puis partager nos hypothèses, voir peut-être que finalement, c'est la bonne hypothèse, c'était la bonne démarche, mais c'est pas la bonne température ce jour-là. Ou, tu sais, des fois, là, on parle de course, là, il y a beaucoup d'humidité, tu n'auras pas les mêmes résultats, t'auras pas... Mais le plus important, c'est qu'entre les étapes, de prendre le temps d'arrêt. Tout à l'heure, tu disais, tu sais, d'être capable de laisser le projet un peu de côté, aller prendre de l'air, faire de l'air dans ses esprits, prendre un temps d'arrêt, parce qu'après, quand on va revenir à la table de cette amélioration-là qu'on essaye de faire, on va avoir plus d'énergie pour le faire. On va avoir plus d'ouverture. On parlait tantôt du beau plafond. Plus d'espace pour être créatif puis essayer des choses. Puis pas se mettre dans l'auto-réaction négative de dire, bien là, hier, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai jamais. Non, non, laisse-toi de la place. Laisse les choses déposer. Utilise ton cerveau pour placer les affaires. Puis après ça, ouvre-toi vers l'autre, de quelque sorte, qu'une personne que tu connais pas, des réseaux d'amis, pour partager tes hypothèses. Je veux pas, tu dis laisser ton cerveau placer les affaires. Ça ressemble à quoi, ça? Laisser son cerveau placer. J'imagine qu'il y a plusieurs modes, là, fait que là, je sais pas la réponse théorique à ça, mais je sais que moi, des fois, mettons, j'ai une question, avant de me coucher, je vais l'écrire. Et là, juste le fait de poser la question. Puis là, je dis pas à mon cerveau, dors pas, puis pense à ça toute la soirée. Non, non, je fais juste l'écrire, puis la mettre de côté. Ou des fois, je me mets un petit rendez-vous que j'ai avec moi-même tous les dimanches, faire de la place dans mon agenda. Fait que là, tous les dimanches, j'ai une tâche avec moi-même qui dit, OK, la place dans mon agenda, c'est faire une activité le fun, regarder à qui je peux déléguer des affaires, parce qu'on n'a peut-être pas obligé de tout faire ensemble. Fait que c'est ça que je veux dire par laisser de la place à notre cerveau pour traiter de l'information. J'adore. J'aime vraiment ça, ça me sort plein d'idées. Encore une fois, moi, je parle beaucoup en exemple. Là, fait que, encore une fois, l'écriture, pour moi, j'écris chaque jour. C'est vraiment quelque chose qui était longtemps pour moi. Puis ce qui m'a fait commencer l'écriture, c'est un psychologue que je voyais demander qui m'a dit, Fred, à l'école, quand on disait 2 + 2, tu le faisais dans ta tête.
Mais si je te disais 52 fois 104, tu prenais un papier et tu l'équipais. La raison est simple, c'est parce que plus un problème est complexe, plus on doit le mettre sur papier pour qu'on ait le temps de réfléchir, de le figurer, de placer les idées. C'est comme ça dans la majorité des problèmes qu'on confronte dans la vie. C'est de démontrer que même si on a des problèmes dans d'autres sphères, loin d'être mathématiques, de prendre le temps de l'écrire, ça te permet de placer les idées puis de penser avec oser, même si on n'agit pas immédiatement. Fait que l'écriture, en relation avec les maths, ça démontre à quel point le cerveau humain, c'est comme ça qu'on fonctionne, puis ça aide énormément avec l'écriture. Je recommande x1000. On a parlé également, je pense, dans les dernières interventions aussi, beaucoup de l'échec et de la relation avec l'échec. Puis je pense que c'est un défi que beaucoup d'entrepreneurs voient énormément dans le domaine du sport aussi. Puis la relation avec l'échec, c'est quelque chose qu'on doit, je pense, apprioriser. Puis ce que je faisais souvent avec les employés, c'est qu'on faisait des statistiques sur leur vente. Puis ce qu'on faisait, c'est que je calculais leur nombre d'échecs. Par exemple, il fallait qu'ils fassent du cold call. Bien, on calculait 29 appels manqués. Là, on faisait des statistiques. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait la chose. On disait, bon, mais regarde, là, tu es rendu à 31e appel. On le sait. Tabarouette, habituellement, à 29e, tu closes. Fait que là, les vendeurs étaient rendus tellement contents quand ils étaient rendus à 30 échecs parce qu'ils disaient à la prochaine, c'est sûr, ça va être oui. J'ai tellement fait d'échecs qu'on calculait nos échecs de cette manière-là. C'est un peu une manière figurée de réaliser que l'échec est nécessaire à la croissance. Si je veux devenir marathonien dans ma tête puis je décide de marcher 15 minutes par jour, les chances que je sois marathonien cette année sont assez minces. J'ai pas vraiment le choix d'aller porter mon corps jusqu'à l'échec pour aller développer de la croissance, pour que mon corps s'adapte en quelque part dans l'adaptation, pour développer des gains, que ce soit musculaire et mental, pour éventuellement atteindre mon objectif. C'est comme ça dans tous les sports, dans le gym, dans l'entrepreneuriat. Fait que d'apprendre à croiser l'échec comme quelque chose qui est positif, qui est un synonyme de croissance, plutôt que de le voir de la manière que la société le voit actuellement, je pense que ça aide aussi. C'est nécessaire d'apprendre à apprivoiser l'échec quand on veut avoir de la croissance sur ça. Disons si on parlait de l'échec. Ouais. Si quelqu'un, dans sa vie, selon la perspective qu'elle a, elle croit voir que les étapes dans lesquelles elle passe dans sa vie, ça semble être très ou trop souvent des échecs. Donc, disons, quand la majorité des expériences que je passe, c'est des échecs. C'est parce que c'est la vérité des choses. La majorité de ce qu'on vit, c'est des échecs. On ne passe pas nos grandes journées à faire des récits. On va avoir 4 fois plus d'échecs dans nos vies qu'on va avoir de réussites. Ces échecs-là, c'est ces nombreux échecs-là qui sont des processus de croissance, de développement qui permet d'apporter qui permet d'avoir des réussites. Puis au final, si tu n'échoues pas, ça veut dire que tu n'essaies même pas. Si tu n'as aucun échec, ça veut dire que tu n'as même pas essayé parce qu'on a toutes des vies remplies d'échecs. Je suis convaincu que vous avez chacun fait des erreurs dans vos vies aussi, comme on a tous fait. Mais si quelqu'un dit qu'il ne fait pas d'erreur, c'est parce que soit il ne voit pas ses erreurs ou soit il ne prend pas la chance d'essayer, tout simplement, selon moi. On est absolument d'accord. Il faut se mettre en mouvement. Il faut tenter des affaires. Moi, j'aime l'importance des mots. Je n'aime pas trop le mot échec. Moi, j'essaie plutôt de pivoter vers apprentissage. Mais tu as raison, c'est blanc ou noir. As-tu réussi à courir en 10 secondes? C'est oui ou non. OK, fait que je veux pas dire qu'il n'y a pas d'échec, parce que je suis d'accord avec toi que... Sauf que si on se met dans cet espace mental-là, c'est peut-être moins positif de dire « OK, j'ai pas réussi mon objectif », ce qui est un synonyme d'échec, on s'entend bien. J'ai pas réussi mon objectif, mais qu'est-ce que j'ai appris que je pourrais mettre en œuvre qui me permettrait de me rapprocher de mon objectif? Parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire que tu dis qu'un objectif une fois, puis la première fois, tu vas l'avoir. Mais sauf que le modèle mental d'apprentissage puis de progressif, bien là, il va peut-être être moins décourageant. Parce que, tu sais, là, il y a une perspective que ça aussi dans la performance, c'est de dire, bien là, je réussis jamais rien. Ouais, bien là, c'est l'Y qui est par en bas, je pense ça. Exactement. En bas, effectivement, là. Ben oui. La glissade, là. Ah, tout à fait, là. Ouais, ben oui. Ben, tu sais, moi aussi, je joue avec les mots, toujours. Moi, je dis toujours, quand les gens viennent me voir, il y a des mots qui... Ils me disent tout le temps, dans les premières rencontres, là, et ils utilisent souvent le mot « essayer ». Donc ça, c'est béni dans les rencontres avec moi. Je veux dire, le mot « essayer », tu peux juste l'utiliser quand tu vas t'acheter du lami. Ça, c'est correct. Il faut que tu saches si ça fait ou sinon. Mais essayer, c'est ton cerveau qui te dit qui accepte le fait que ça va moins fonctionner, qui accepte le fait, là, qui accepte le fait que finalement, tu vas pas réussir ce que tu veux faire. Donc, c'est mieux de le changer avec un verbe d'action. Donc, souvent, je vais remplacer le mot essayer, ne serait-ce par faire, parler, bouger, avancer, courir.
Tu n'essayes pas de courir, tu n'essayes pas de parler, là, mais tu parles. Tu cours. Puis le mot erreur, moi, je l'ai modifié, puis je suis aligné avec toi. Tu sais. Donc, le but, c'est pas de faire ou de ne pas faire d'erreur. Le but, c'est apprendre. Parce que le facteur de motivation le plus important, celui-ci, ça a été documenté, ça s'appelle le principe du progrès, ce que tu disais, Frédéric, tu sais, la croissance. Donc, moi, je suis beaucoup dans une mentalité de croissance. Donc, cette idée-là que, d'ailleurs, ma devise, c'est petit, constant, longtemps. C'est un petit peu à la fois, tous les jours, ou sur une longue période. Puis nécessairement, quand tu penses à un potentiel humain, ben c'est fou le potentiel que vous avez. On a tous 120 milliards de neurones. Puis les grandes caractéristiques de ces neurones-là, ils peuvent tout apprendre. Comment? Avec la répétition. Comment? Avec une curiosité, une attitude d'ouverture, un certain enthousiasme. Là. Parce qu'effectivement, à force de te cogner le nez, mais la porte elle va venir d'ouvrir. Ou change de classe. Ouais. Il faut que tu explores et tu fais autre chose. Là. Mais bon, donc on joue avec les mots. Hein? Ouais, je pense aussi que c'est important de choisir les bons mots et prendre le temps de définir qu'est-ce qu'on dit et des lunettes qu'on met pour expliquer qu'est-ce qu'on constate. Parce que je suis d'accord que, surtout dans l'environnement des réseaux sociaux, de la comparaison et du noir ou blanc, on voit souvent des personnes qui font des exploits extraordinaires. On voit des succès extrêmes et on voit des défaites extrêmes aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se placer dans ce spectre-là de « OK, mais est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'essaie? » C'est quand que l'apprentissage commence. Comment est-ce que vous vous placez dans ce spectre d'apprentissage? Mais est-ce qu'on a établi, mettons, des objectifs réalistes? Est-ce qu'on a un plan qui comprend des conditions gagnantes? Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas se garocher n'importe où, c'est pas ça que je dis. Il faut juste dire, ça, c'est ce que je veux faire. C'est-tu réaliste de le faire? C'est pas réaliste, bien, c'est comme ton exemple là, de 15 minutes puis le marathon. Bien là, c'est parce qu'à un moment donné, ton plan, il ne t'amènera pas là. Mais vraiment de le décomposer dans des choses qui vont t'amener vers ton objectif, mais de façon positive. Là, je me répète, fait que... Bien, puis tu es relié à ça, tu sais, avec le lien qu'on faisait tantôt, c'est que les objectifs, ils viennent de où? Ils vont venir un peu de... D'où l'importance de bien se connaître, là. Tu sais, savoir un peu, tu sais, qu'est-ce qui est important pour, tu sais, que ce soit... donc, connaître vos valeurs, hein, donc vos valeurs. Donc, de bien se connaître vos aspirations aussi. Puis j'avais un exercice des fois qu'on fait faire, tu sais, c'est dur de faire ça, là. Faire une liste de vos 28 rêves. Pas 3, 28. 28 possibilités, là. Pourquoi? Bien, juste pour ouvrir à tout ce qui est possible, là. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, ils viennent nous voir, puis ils viennent nous dire, en tout cas, moi, ils viennent me voir, et ils me disent les raisons pourquoi ça ne marche pas. Mais j'aimerais ça explorer tout ce qui est possible. Pourquoi? Pour créer, dans le fond, une vision, une image de ce que tu aimerais. Puis ensuite, bien, c'est sûr que ça ne sera pas facile. Et la phrase que je dis à mon gars qui m'énerve le plus, c'est je dis tout le temps, quand c'est difficile, c'est le fun. Là, il dit, tu gosses. C'est sûr que je gosse. Quand c'est difficile, c'est parce qu'il faut que tu trouves une façon, puis il faut que tu persévères, comme tu dis. Là, puis ça, bien, ultimement, ce qu'on veut, c'est des gens qui nous encouragent autour. Tu sais, tantôt, Geneviève en parlait, mais un des grands protecteurs, un des grands facteurs de protection au niveau du bien-être, au niveau de la santé psychologique, c'est d'avoir des amis, c'est d'être connecté. Des gens qui nous aiment, des gens avec qui on fait confiance, des gens qui nous partagent les expériences, qui nous inspirent, qui nous encouragent, qui disent « Ah ouais, t'es capable », des gens qui prennent des nouvelles. Ça, bien, on veut des endroits pour créer du lien. D'ailleurs, 24 heures mentales, c'est ça, c'est créer du lien, mais on veut le faire dans les organisations aussi. Je pense aussi, Frédéric, c'est ça que tu fais avec le groupe performance. Absolument. Créer du lien. Pourquoi? Parce que ça, c'est un besoin fondamental de l'être humain, de sentir qu'on fait partie d'une tribu, d'un groupe. Pourquoi? Mais si vous remontez à l'évolution de l'espèce, se regrouper a toujours été un facteur de sécurité, de protection. On a besoin les uns des autres. Puis encore plus aujourd'hui, dans l'ère où on apprend à utiliser la technologie, ça, je parle plus de mon âge, on apprend encore, mais où on crée toujours cette distance-là. Donc, vivre les vrais événements. Où les gens sont ensemble, ils peuvent se regarder, puis se voir, puis où ce que les gens, les humains, ont plus que juste une tête. Ça, moi, ça me fait capoter. Quand je suis devenu psychologue, les gens avaient des bras, des jambes, mais là, c'est juste une tête. Ça, c'est particulier. Des fois, l'éclairage n'est pas bon.
Puis les plus jeunes, ils se mettent des cagoules. Là, je vois rien. C'est vraiment incroyable. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, communauté, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important. Comme tu dis, on est rendu complètement connecté partout, mais de plus en plus déconnecté avec la réalité. Fait que c'est un beau opposé qu'on vit, je pense, en ce moment. Les mots qui ont obtenu le plus au niveau, parce que tu viens de parler de l'eau, c'est vraiment objectif, vision, rêve, qui ont été 3 choses qui se sont vraiment frappées durant ma carrière. Quelque chose qui m'a aidé énormément. Lorsque tu parles de faire une liste de rêves dans la vie, moi, un jour, j'ai réalisé que la majorité des rêves, ce sont des objectifs que je me permets pas de croire qu'ils sont réalisables, tout simplement. Il y a énormément de rêves sur ma liste que je ne réalisais pas que c'était des objectifs, simplement par le fait même que je croyais pas qu'ils étaient possibles. De comprendre qu'un rêve, en réalité, c'est juste un objectif, puis on se laisse pas croire qu'il est possible, puis après ça, ben, en fait, la chose numéro 1 à faire avec un rêve, c'est de croire qu'il est possible, puis par la suite, ça devient un objectif. Si tu crois pas que c'est possible, ben, ça sera jamais possible, parce que du fait même, tu penses que ça se réalisera pas. Fait c'est un espèce de cercle vicieux, fait que ça, j'ai fait énormément de travail là-dessus, puis ça m'a débloqué beaucoup je pense, de potentiel que je savais pas que j'avais à vous autres. Fait que ça revient encore une fois à la vision, au mindset, c'est au final de se laisser croire que les choses sont possibles, d'être positif, ça fait place là. Tu as des personnes autour de toi, Ouais. tu sais là, tu crois en toi. C'est ce qu'on veut, là, mais Je peux bien y croire, mais tu sais, je vais pas le faire à ta place. Et ça, là, ça amène son lot là, de défis, là. Mais quand avec ces défis-là, c'est ce que tu appelles les échecs, les obstacles, mais tu bâtis ton caractère. Le caractère, c'est quoi? Ben, c'est la persévérance. C'est ça, tu persévères. Puis c'est vrai. Mais jamais personne qui a réussi quelque chose puis qui a abandonné. Il a réussi parce que tu as poursuivi, parce que tu as continué. Puis c'est vrai que des fois, ça prend du temps. Petit, constant, longtemps. Ouais. Puis, tu sais, mais il faut voir les petits progrès parce que des fois, on voit juste le cerveau est fait pour identifier le négatif, imaginez-vous. Pourquoi? Parce que c'est une façon de se protéger. Mais des fois, c'est lourd de voir ses faiblesses. C'est lourd de voir juste ce qui ne fonctionne pas, juste ses échecs, puis le 29e appel. Non, attends un peu, là, tu es en train de t'entraîner à la persévérance. Là. Mais ça, c'est vrai que ça prend de l'encouragement aussi. Là. Mais il faut être capable de voir aussi ses forces. Ça, c'est une stratégie que moi j'utilise beaucoup d'un point de vue de la performance, mais du bien-être. C'est de demander à une personne, j'appelle ça l'exercice de la page blanche. Fais-moi une liste, ça c'est tough, de 10 à 12 de tes forces. Et boy! Ça prend 1, 2, 3, là, des gens de la difficulté. Des fois, je dis, tu reviendras la prochaine fois. Puis, pourquoi? Parce que c'est vraiment important que vous sachiez ce que vous êtes à votre meilleur. Ces forces-là sont toujours là, sont inscrites là, dans votre, non seulement dans votre cerveau, mais dans votre corps, dans votre historique. Puis ça, c'est sur ça que vous pouvez miser quand c'est difficile, sur vos forces. Si on ramène force avec équipe performante ou gagnante, on ne peut pas s'imaginer que dans une équipe de hockey qui gagne, sont tous des gardiens de but. Ça ne prend pas le même talent d'être gardien de but puis d'être centre ou défenseur. Fait que dans mon métier, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'essayer de travailler avec des clients pour gagner prendre des équipes performantes et qui m'ont fait penser. Moi, une de mes devises, c'est je suis curieuse de comprendre les gens et leurs talents pour, dans l'équipe, mettre les gens sur leur X. Il y a quelqu'un qui est créatif. Il y a quelqu'un qui est très organisé et structuré pour la logistique. Puis là, quand tu formes une équipe performante avec chacun sur son X, bien, toi, comme individu, tu participes au mieux que tu peux. Ça donne du succès à l'équipe. Puis comme tu fais une contribution, bien, tu as peut-être moins de gêne ou de défis à demander à l'autre de contribuer dans la place où c'est peut-être le cercle du tic-tac-toe, hein? C'est pas ton X, mais c'est le X de quelqu'un d'autre. Puis là, ça devient complètement positif pour tout le monde parce que chacun est dans sa zone de force. Chacun est sur son X. Ça, c'est le fun d'être sur son X. Hein? J'ai vu le concept de studio. Là, tu es dans le X. C'est là qu'est la lumière. Là, c'est là. OK, parfait. Tu performes. Tu donnes de la place à l'autre pour venir danser avec toi, pour venir faire sa contribution. Un triple jeu au baseball, il faut que chacun soit à son but là, pour le faire. Un double jeu, un triple jeu sont plus rares, mais ça t'arrive. Mais c'est ça, les équipes performantes. Mais pour vous autres, qu'on puisse être capable que le capitaine vous mette sur le X, il faut que vous ayez une conscience de vos forces ou de vos talents.
Fait que c'est là que la liste, elle vient. Qu'est-ce que moi, je peux contribuer dans ce projet-là? Puis qu'est-ce que j'ai peut-être moins de talent ou j'aime moins faire? Puis là, je vais aller chercher un collègue, un ami, quelqu'un de mon réseau, puis là, ensemble, on augmente les chances d'avoir du succès dans notre objectif et notre projet. Je pense que c'est important de mentionner les forces de nos valeurs et cette équipe-là. Donc, en parlant d'équipe, on fait aussi penser à la tribu et notre sentiment d'appartenance. Donc, disons une personne que, OK, premièrement, il faut faire de l'espace dans notre cerveau pour que notre cerveau puisse travailler, mais aussi prendre le temps d'en apprendre davantage sur nous, de savoir c'est quoi les valeurs, c'est quoi nos forces, puis ensuite trouver les personnes qui peuvent être complémentaires, qui peuvent bien s'entendre avec lui. Donc, ça, je pense que c'est le problème le plus complexe initialement pour trouver sa communauté. Et je pense qu'avec 24 heures, on essaye de créer un certain point de concentration où est-ce que les gens, ils veulent se dépasser, ils veulent être en santé et courir. Donc ça, c'est un exemple. Mais disons, quelqu'un qui veut trouver sa tribu, trouver son équipe et trouver son sentiment d'appartenance. Quelles seraient les premières étapes individuellement que cette personne devrait avoir? Disons si on commence avec trouver ses valeurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Pas pour vous individuellement, parce que je pense que tous les trois, vous avez chacun, disons, un bon set de 10 valeurs ou 28. Alors, si vous avez ce set de valeurs, comment est-ce que vous avez bâti votre personne basée sur ces valeurs-là? Ça, c'est la question, là. C'est quand même... C'est robuste, ouais, c'est robuste, là, quand même, là. Ben oui. Il y a une grosse question d'identité à travers ça. Tu sais, je pense que c'est pas possible de se lever le matin et de dire, bon, mais mes valeurs, je les connais, puis je suis cohérent à longueur de journée, puis je biffe pas de ça, c'est juste, je pense, impossible. Il n'y a pas un enfant de 5 ans qui se lève dans le temps qui dit, oui, c'est mes valeurs. T'arrives pas. Je pense que, on parlait tantôt de développement de caractère, puis d'apprendre à se connaître, je pense que c'est en expérience de vie, quand on fait des erreurs, tant dans les relations autodonnées que dans la carrière, peu importe, qu'on développe notre caractère puis qu'on finit à se recentrer, bon, mais ça part ensemble, c'est cohérent avec des valeurs, c'est cohérent avec comment je me sens dedans. Et ça, si je suis pas en cohérence, tantôt on rapporte tout le temps les 3 C, hein, ça nous j'utilise beaucoup ça, fait conscience, cohérence, conscience, fait qu'on tourne beaucoup autour de ça, là, depuis tantôt. Donc, d'être cohérent, justement, dans nos valeurs, mais les valeurs, on finit par manquer, je pense, les équipes définantes, tu sais, de savoir quand est-ce que c'est dans l'alignement avec lui ou même. Puis je pense que c'est un cheminement qui se fait tout le long d'une vie. Je pense pas que tu peux dire qu'un jour, c'est réglé, tu mets ça de côté. Il va y avoir des affrontements dans ta vie, des expériences que tu as vues dans toute ta vie qui met le face à tes valeurs, puis au reste de tes valeurs, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'après tout, d'être capable d'avoir une conversation sincère et sereine avec soi-même, c'est une des choses les plus difficiles à base. C'est des choses que les gens ont essayer d'éviter plus parce que c'est très confrontant. Puis d'être capable de prendre du temps avec soi puis de se poser d'autres questions un peu dans les mêmes exercices que vous voulez parler, d'écrire, de se poser des questions, de se rejoindre. Je pense que c'est le seul moyen de faire trouver ce clair bon souffle, hein, puis ça va être carrément différent de tout le monde. Oui. Ça peut évoluer aussi dans le temps. Tu sais, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout à coup, les choses sont fluides, ils fonctionnent bien? Ça, c'est... Tu fais une liste, puis des fois, tu dis, ben je pensais que c'était, mettons, la cohérence ou l'équité. Puis là, tu te retrouves dans une situation où finalement, c'était pas ça. C'était plus la transparence. J'ai pas nécessairement besoin que ça soit toujours équitable. Je veux juste qu'on se dise la vérité. Fait que, tu sais, des fois, c'est tough avec les valeurs, hein, parce que c'est des mots différents. Chaque mot a une vraiment définition, puis là, on ne sait pas. Fait que moi, je dirais introspection. Ouais. Hein, c'est ça, être conscience de soi. Puis des fois, moi, j'en demandais trop. Tu sais, qu'est-ce que ça me fait? Laisser de la place pour expérimenter qu'est-ce qui se passe. Parce que, dans le fond, si on laisse de la place, là, on est moins dans le cerveau, plus dans le cœur, puis dans le corps. Il sait. Il sait, notre corps, qu'est-ce qui est incohérent, qu'est-ce qui nous fâche, Puis là, il y a plein d'autres affaires qui découlent de ça. Fait que, écoutez-vous beaucoup. Des fois, on se pose, tu sais, là, j'essaye, mais je ne suis pas toujours capable. À la fin de la journée, de dire, c'est quoi les bons coups que j'ai faits aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Fait que des fois, je passe 3-4 jours, puis je recommence, je retourne en arrière. Fait que ça, il n'y a pas de recette.
laissez-vous de la place aussi pour changer d'idée. Ça se peut. C'était comme, hein? C'était facile. C'est là. Mais donc, pour les valeurs, là, tu sais, effectivement, là, tu sais, souvent, tu sais, quand quelqu'un veut réfléchir là-dessus, là, tu sais, je vais faire l'exercice, j'appelle ça 30 jours. Mais c'est tough, là. Comme je dirais à mon gars, tu sais, ça, c'est... Quand c'est dur, c'est le fun. Quand c'est tough, c'est le fun. Quand c'est difficile, c'est le fun. Mais 30 jours, tu réponds à 30 questions. Donc, la première, tu sais, effectivement, tu peux réfléchir sur tes valeurs, mais prends une liste. Une liste, là, tu regardes, là, tu en choisis une douzaine là-dedans, puis après ça, tu les priorises. Puis, effectivement, après ça, tu vis, tu expérimentes, tu sais, tu vas voir. Puis, aussi, tu sais, les valeurs, ça évolue. Et, ça évolue aussi dans l'avenir en fonction des gens que vous allez rencontrer. Parce que les gens que vous allez rencontrer vont nécessairement influencer la personne que vous allez devenir. C'est beaucoup. C'est important, les gens, de vous rencontrer. Et tantôt, on parlait de croire à ce qui est possible aussi. Vous avez les gens autour de vous qui croient en vous, ça va influencer ce que vous allez accomplir. Si vous avez des gens autour de vous qui partagent vos valeurs, ça va influencer la qualité de vie que vous allez avoir. Comment on fait? Bien, c'est souvent, on y va par intérêt, là. Moi, le sport est au centre de ma vie. Donc, j'ai une grosse famille, on était 8. Toujours fait beaucoup d'activités. J'ai fini par jouer au volleyball. Donc, ma communauté, c'était... j'avais 11 coéquipiers. Puis, ils m'ont suivi au secondaire, m'ont suivi au cégep, à l'université. Puis, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. La communauté du volleyball existe encore. Je vais aller à Ottawa dans quelques semaines pour voir l'équipe canadienne avec laquelle j'ai déjà travaillé dans ma vie. Comme psychologue sportif. Puis là, il y a quelque chose de spécial. Parce qu'on partage un intérêt commun. On est-tu pareil? Non. Ils sont tous plus grands que moi, malgré le fait que je suis 6 pieds 1, j'aurais aimé ça 10 pieds 6. Mais j'ai arrêté de grandir. C'est ça, moi, vraiment pas de salut. Ah! Moi, j'aurais rêvé d'être un athlète professionnel. C'est pas arrivé. J'en ai rencontré, ça c'est bien, mais j'aurais aimé ça le like, là. Ça a été incroyable. Mais bon. Dis pas ça à Dr. Sylvain Guimond. Dr. Sylvain Guimond, je sais pas si tu le connais aussi. Non, mais je pense qu'il est encore plus petit que moi. Oh, oui, il est au 5 et 4, il est au 5 et 4. Si tu lui dis ça, lui, il va jaloux. Ah oui, bon. c'est ça. Mais lui, il est joué au hockey, je pense. Oui, il est bon, au hockey, ouais. Chacun son sport. Et voilà. Hein? C'est ça. Mais on rencontre des gens par intérêt. Des fois, c'est par une matière à l'école. Là, on va avoir des intérêts. Des fois, c'est par une activité qu'on fait, que ce soit la course ou même que ce soit un club d'écriture. Moi, je pense à ce que tu disais tantôt. L'informatique, tiens. Puis ça, bien, selon l'endroit où vous allez travailler, parce qu'il y a des gens qui encouragent beaucoup, entre autres, toujours le travail à la maison. Mais c'est sûr que je pense que c'est une bonne chose de se réunir. Moi, je pense que les humains, on a besoin de passer du temps ensemble. Pas toujours regarder son écran, puis de se voir. De connecter les uns avec les autres, de pouvoir se regarder dans les yeux. Là, c'est différent, ça aussi. Ça a une valeur. Pour que petit qui aide aussi, ça me fait penser beaucoup au Donio, ce que tu dis à un livre de Thomas d'Assembourg. Je sais plus. Je connais son nom, mais là, je sais qu'il y a un type, tu vas nous le dire. C'est quoi? Thomas d'Assembourg, il a écrit un livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Lui, qui explique le processus de stimuli, réaction, puis là, réaction qui apporte un besoin. Fait que stimuli, émotion, besoin. Fait que, mettons que tu me dis quelque chose qui fait pas mon affaire, ça c'est le stimuli, ça me fâche, c'est mon émotion, puis là, pourquoi je suis fâché? Bien, parce que j'ai un besoin de respect. Fait qu'un cycle qui est facile à reconnaître, mais qu'on n'apprend pas quand on est jeune, c'est un cycle qu'on connaît pas du tout, puis après ça, on n'apprend pas en fait à traiter nos émotions, mais quand on a des émotions, nécessairement, c'est parce que ça nous indique quelque chose, il y a une lumière d'admettre quelque chose. Mais juste de prendre le réflexe de ça, moi, mais pourquoi je me sens comme ça? Ça va nécessairement mener à une valeur. Ça va mener à quelque chose de plus profond, puis c'est un bel indicateur à apprendre à écouter, qu'on le sert, ça aide énormément. T'expliques bien comment fonctionne le cerveau, là. J'aime bien ces exemples-là aussi. C'est très clair, effectivement. Là. Dans votre cerveau, là, les émotions, c'est ça qui est le plus fort. Ça qui est plus fort, c'est souvent connecté à l'ego, donc à ce que vous voulez être aussi. Puis ça, bien, ça va influencer énormément ce que vous faites dans le quotidien. Là. Souvent, on peut se sentir détendu, mais souvent, des fois, on va se sentir triste, on peut être déçu, on peut être en colère, on peut être frustré, on peut avoir peur. Puis ces émotions-là, le cerveau est fait que vous n'allez pas les contrôler parce qu'ils vont émerger naturellement. Puis, effectivement, si on fait un peu d'introspection, on va savoir d'où ils viennent. Mais ça prend aussi des outils pour bien gérer, c'est ça. Apprendre à gérer. Ça, bien, c'est qui va faire ça? C'est cette partie-là du cerveau qui s'appelle le lobe frontal. C'est qui est vous-même, votre conscience. Puis ça prend des outils pour apprendre
à se comprendre, apprendre à comment fonctionne ce beau cerveau-là là, qui produit là, 60 000 pensées par jour, de façon à apprendre à gérer un peu ce qui se passe intérieurement pour avoir la meilleure vie possible, vous aider à atteindre vos objectifs, puis avoir les sourires, avoir du fun. C'est bien fait. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé vos pensées. Là, avant qu'on passe à la période de questions, j'aimerais vous poser une dernière question. Question piège. Exact. SV. Donc, on sait que 24 heures mentales, c'est pour la santé mentale des hommes, l'amélioration du suicide. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la prévention et la santé mentale des hommes? Donc, lorsque, disons, je remporte tous les mercredis en groupe et je fais souvent un speech qui raconte que la santé mentale des hommes, oui, on parle de la santé mentale des hommes parce que 75% des suicides à travers le monde sont faits par des hommes, mais pour prévenir ça, c'est pas juste des hommes qui sont adressés, c'est tout le monde. Donc, les femmes, les hommes et tout le monde est concerné dans la société parce que si des hommes ils sont pas aptes ou n'ont pas la plateforme personnelle pour parler de leurs émotions à quiconque, ça crée un refoulement intérieur qui crée des émotions, qui crée de l'anxiété, qui crée de la colère. Donc, toutes ces émotions-là sortent de quelque part. Donc, comment est-ce que vous voyez la prévention, la santé mentale des hommes et l'impact qu'on pouvait avoir ensemble, donc collectivement? Théo, des bonnes questions. Oui, c'est ça, c'est excellent. C'est excellent. Tu veux me lancer sur Oui, voici. c'est bon, parfait. Ben, tu sais, au final, on est des aspects qui sont super importants là-dedans, le sport, la communauté. Puis ces deux éléments-là vont avoir un impact sur la prévention. C'est deux éléments clés que tu apportes quelqu'un factuel. Fait que si je commence avec la communauté, comme Bruno expliquait tout à l'heure, on est des êtres humains qui sont faits en communauté, on est des êtres humains qui sont faits pour connecter. Puis le but de la communauté, c'est d'éviter l'isolement. Ce qu'on a, qui est comme l'élément cause pratiquement là, des causes de suicide, c'est un élément qui vient envenimer puis qui est comme qui fait l'effet boule de neige qui apporte jusqu'à la situation qui devient la situation qu'on ne doit pas avoir. T'sais. Fait que, en prévention, pourquoi la communauté pour moi est importante, c'est que ça permet avant de se rendre là de se libérer, se poser sur le chest, puis de créer la confiance. Ce qui arrive dans l'isolement, c'est que les hommes, on a de la misère à les toucher, puis on n'aime pas ça parler parce qu'on se sent faible, on sent qu'on n'est pas à l'odeur, qu'on a des difficultés. Fait qu'à la base, on n'est pas porté à aller parler parce que ça fait extrêmement vulnérable pour le faire. Sauf que si j'ai déjà une communauté avec laquelle j'ai confiance, je vais être porté à parler plus facilement. Tandis que si je suis en isolement, soit en isolement en combat arrière, soit en vouloir dire que j'ai pas d'autres entrepreneurs qui me défient de moi, fait que c'est difficile de connecter avec ce type de personnes-là, ou carrément en isolement total parce que j'ai pas de personne proche avec qui je peux parler, ben, ça fait en sorte que ça mène à des situations qui sont vraiment ici. Fait que la communauté, pour moi, ce que ça fait, c'est que ça permet de tendre la main, puis ça permet de briser une barrière qui facilite la communication avant de ça. Fait différemment, la communauté, c'est l'élément clé pour la prévention de ce que je peux voir. Puis par la suite, le sport, c'est on met beaucoup de recherches sur l'impact du sport sur la santé physique, mais je pense que l'impact est encore plus énorme sur la santé mentale, sur ce que ça ne fait surtout au son que le sport. Puis moi, ça a toujours été extrêmement important. Quand je saute quelques journées, je vais le sentir sur mon humeur, je vais le sentir sur comment je me sens, comment les pensées sont. Puis c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Puis c'est très confrontant, le sport aussi. Dans un petit des sports de respect. Dans mon cas, pour le son parachuté, c'est extrêmement confrontant. Ça met à des limites maximales, mais étrangement, c'est des limites qui nous changent complètement puis qui sont plus agréables que ce que vous pensez avec côtoyer. Mais c'est ça. Le sport, la communauté, pour moi, c'est des choses importantes pour la tête. Merci. Pour compléter, culpabiliser, parce que je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit, moi, j'aime penser à la prévention comme une tâche puis une contribution que tout le monde peut faire. Fait qu'on peut le faire quand on fait partie du groupe de cette communauté-là. Et on peut le faire quand on marche. On peut le faire avec des amis de tes enfants que tu n'as pas vus depuis longtemps. Je pense que la prévention, puis le lien, puis l'importance, c'est d'être attentif. Et de voir les gens qu'on voit, oups, il y a quelque chose qui a changé.
puis d'avoir une position d'ouverture, puis de dire, bien, je remarque aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui a changé. Sache que si tu veux en parler, je suis là. Fait que juste de tendre la perche, pas dire, j'imagine que tu veux en parler, parce que ça peut brusquer la personne, mais sache que si tu veux en parler, je suis là. Sache que tu peux toujours m'appeler pour obtenir mon soutien. Ça, je l'ai appris beaucoup. Si je vous ai parlé de la SLA, puis les réseaux d'aide. Entre les humains, la tâche de proche aidant est une tâche extrêmement demandante et exigeante. On a tous des petits-enfants, une grand-mère, une voisine malade. Mais c'est la même chose, c'est d'être attentif à l'autre, d'offrir sans forcer, sans brusquer. Puis là, bien, oui, je suis absolument d'accord, le sport, c'est un vecteur extraordinaire pour faire ça. Moi, je me souviens, à 15 ans, j'étais coach d'une équipe de handball, d'avoir appelé un papa d'une famille vietnamienne, puis il disait, mon père ne veut pas qu'on aille au tournoi. Je dis, c'est bizarre, je le sais, je le connais, et on a parlé. Finalement, je l'ai appelé, puis j'ai dit, moi, je m'engage, la petite de 17 ans, entre les parties, on va faire des ateliers de devoirs. Puis là, bien, c'est des jeunes performants. Dans le fond, le père, il voulait que les enfants ils fassent du sport, il n'y avait pas de problème. Mais lui, il ne pouvait pas couper sur ton plan de vie global. Fait que des fois, la solution, la pêche est vraiment une place qu'on ne sait pas où qu'elle est. Puis de dire, bien, c'est quoi l'objectif? L'objectif pour le jeune, c'était de participer avec l'équipe parce que ça l'énergisait, ça le sortait de chez eux, ça le faisait faire d'autres choses. Mais cette personne-là, elle n'avait peut-être pas vu qu'effectivement, ça l'enlevait le temps de devoir puis d'études, puis que l'objectif plus loin. Mais toi, comme personne en prévention, je reviens en prévention, puis je te donne la fiche, mais c'est de dire, quand est-ce que je suis acteur moi-même, j'ai besoin d'aide, puis comment je le dis, et comment j'observe autour, puis que j'offre quelque chose qui n'est pas brusquant pour l'autre, mais qui est dans l'ouverture. Et des fois, on va avoir besoin de cette ouverture-là, de la donner, puis l'autre fois, de la recevoir. La vie va continuer comme ça. Merci, Jado. Ben, moi aussi, je vais relancer un coup, là, mais je trouve, c'est ce que j'aime beaucoup, là, j'ai découvert le 24 heures mandat parce que vous m'avez contacté, là, puis c'est sûr, ça m'a fait beaucoup réfléchir, mais moi, je suis bien aligné avec l'idée que le sport, souvent, ça a été vu comme, c'est souvent associé à la performance. Il y a beaucoup de personnes, à 12, 13, 14, 15 ans, qui vont arrêter le sport. Pourquoi? Parce que ils se comparent avec les autres. Mais pourtant, nous, les humains, on est des êtres physiques. On a besoin, là, pour se maintenir en vie. On a besoin de bouger. On a besoin de faire des activités. Puis si un groupe de course, des gens qui se réunissent, peuvent faire une activité pour se valoriser dans une certaine mesure, mais aussi faire ça parce qu'ils aiment ça. Moi, je dis toujours, il y a 5 grandes raisons pourquoi on va faire une activité. J'appelle ça les 5 A. Donc, la première, c'est de découvrir une activité puis de tranquillement d'aimer ça. Si tu aimes ça, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas aimer ça un petit peu plus? Il faut que tu t'amuses un petit peu. Et si tu t'amuses un petit peu, puis là, tu fais l'activité avec d'autres personnes, mais tu vas te faire des amis. Donc, aimer, amuser, amis, ça, moi, je dis, c'est la fondation. Puis ça, tu peux avoir ça toute ta vie. Là, souvent, les gens, ils partent du A, puis ils vont vers le R, vers le résultat. Mais le but, c'est, si tu fais une activité, moi, je veux dire apprendre, d'améliorer, être actif. Donc, ça fait 6A. Le mécanisme le plus important là-dedans, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est finalement, si tu veux faire du sport pour la vie, puis que tu veux que ça ait l'effet protecteur sur la santé, sur le bien-être, il faut que l'activité devienne ta récompense. Il faut venir à 24 heures mentales, faire des activités. Puis la récompense, c'est de courir à notre rythme. La récompense, c'est d'avoir eu du fun. La récompense, c'est d'avoir fait un 3 km, 5 km, 6,3. Peu importe. La récompense, c'est de venir. C'est une fois par semaine, pour faire ça, même un petit peu plus. Là. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment très, très important d'avoir cette vision-là du sport. Autre élément, là, par rapport à l'organisme, puis par rapport c'était le lien entre les hommes, la santé mentale, les émotions, entre autres. Là. Souvent, il y a quand même une trentaine d'années, le concept d'intelligence émotionnelle est devenu important. Mais ça prend un langage pour parler de ses émotions. Moi, souvent, les gens ne sont pas capables de me faire une liste
de plus que 10-12 mots reliés à ce qu'ils ressentent. C'est mieux avec les dames, puis c'est pire avec les hommes. Fait que si on a 10, là, ils sont brûlés bien raides. Mais, tu sais, moi, j'ai une encyclopédie, là, tu sais, des émotions, il y en a 164, là, des mots qu'on peut utiliser, là. Wow! Donc, pour mieux gérer ce qu'on ressent, mais il faut être capable de reconnaître. Donc, reconnaître, nommer, hein, qu'est-ce que je sens, comprendre, exprimer, réguler. Tu sais, donc, puis pour ça, bien, c'est sûr qu'avec d'autres personnes, bien, là, on peut s'entraider, là. Mais il faut laisser une place. Tu sais, dans le fond, les émotions, c'est fantastique. Tu sais, c'est ça qui donne de l'énergie. Tu sais, quand tu es passionné, quand tu te jettes en bas d'un avion. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que toi, c'est que tu fréquentes la mort, c'est avec la vie. Tu sais, tu te jettes en bas, là. Tu sais, tu prends un risque. Moi, j'ai jamais voulu prendre ce risque-là. Moi, ça me fait capoter que tu le fasses. Encore une fois, c'est une question de mindset. Là, il y a Non, c'est vrai. plus de chances de mourir en auto qu'en parachute. Bon, Fait tu que, vois, il y a tu ces sais, regarde, Mais t'es préparé. Tu te jettes. Oui, oui, je suis préparé. Je suis préparé, j'ai des parachutes. Mais oui, je suis bien préparé. Moi, je pourrais t'aider à te préparer, mais je le ferais pas. Non? C'est un deal. Si on le fait ensemble, si on le fait pas. Oh non. Oh non. Alors, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé vos pensées et votre expertise. Donnons-leur une main d'applaudissement à toi, Sophie. Il a eu la tête. Merci.